J'ai appuyé. Donc, merci à tous. C'est bon, c'est bon. Merci à tous d'être revenus. Nous allons reprendre pour le deuxième temps de notre débat. Donc, après avoir un peu questionné directement l'étude, l'idée de ce deuxième temps du débat est d'essayer de voir ce que l'on peut en tirer en matière de réflexion sur les politiques, et notamment nos politiques sociales. On a commencé à en parler un tout petit peu dans le débat précédent, mais là on va approfondir. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir des représentants de nos plus grosses parts de dépenses sociales dans le PIB, ou les piliers de notre système de protection sociale. Si on le faisait par ordre de dépenses, on donnerait la parole d'abord à M. Guégano, ensuite à Annick Morel, et ensuite à Bertrand Fragonard. Mais suivant la remarque d'Annick Morel, qu'il n'y a aucune raison que les femmes passent toujours en dernier, sachant qu'on a déjà 10 minutes de retard et que si jamais nos intervenants ne respectaient pas tout à fait leur temps de parole, c'est toujours le ou la dernière qui trinque, on va faire passer Annick Morel en premier. Voilà. C'est la justice. Donc on va faire passer Annick Morel en premier. On écoutera ensuite M. Guégano et Bertrand Fragonard conclurant. Parce que tu es celui qui est le plus capable de réclamer sa parole et de l'obtenir pour un temps absolument complet. Moi, je vais essayer de tenir 15 minutes pour chacun, maximum. Les derniers seront les premiers, Bertrand. Allez, et moi, je ne ferai rien d'autre que de passer la parole. Je déjà exprimé ce que je vais dire. Ouais. Annick, pour maximum un quart d'heure sur la question de... Parce que c'est un travail domestique que ça ne va faire les hommes. Hop. Donc je passerai sur... donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est faire un focus sur les dépenses de santé et les transferts entre les âges à partir du focus sur les dépenses de santé. L'introduction, je vais vous l'épargner parce que effectivement, elle constate que vous avez déjà constaté l'intérêt de cette étude et son caractère un petit peu innovant quand même, qui valide quelques idées reçues mais qui les tempère quand même. Donc ça, je vais passer. Je continuerai avec quelques interrogations méthodologiques parce que on s'est beaucoup demandé ce qu'il y avait dans vos données. Donc la première question était l'étude ne misera-t-elle pas le poids des dépenses de santé à deux titres, celle de la dépense publique. En 2005, la consommation des services et des biens médicaux représentait 114 milliards d'euros, soit 6,6% du PIB. Et nous demandions comment étaient traitées les dépenses de santé des personnes âgées dépendantes dans votre modèle. Deuxième élément, dépenses privées aussi de santé, et notamment le sujet des complémentaires, puisque une partie de la dépense de santé, à hauteur de 13% à peu près, n'est pas couverte par l'AMO, mais par les complémentaires, pour lesquels, effectivement, les ménages payent les primes, et donc les restes à charge, calculés par le HCAM, sont calculés dépenses à la charge des ménages, à peu près, je vous le fais grosso modo, 10%, mais auxquels, effectivement, on rajoute les primes qu'on ne sait pas encore intégrer dans nos modèles, et notamment dans les modèles de l'adresse. Donc le sujet, c'est comment sont traités les remboursements des assurances complémentaires ainsi que les primes. Est-ce que vous les avez intégrés ou non? Deuxième élément, c'est la distribution par âge des consommations. Vous êtes appuyé sur un échantillon de la CNAM qui s'appelle EPAS, qui est un vieil échantillon, qui ne comportait pas un certain nombre de choses, notamment les soins, les SSR, la psychiatrie, et puis avec une fiabilité assez contestable à l'époque 2005, puisque cet échantillon a été effectivement maintenant modernisé, qu'il est tout à fait fiable sur la base Nustiram, qui s'appelle l'EGB, et quelle fiabilité, notamment parce qu'on observe effectivement dans vos éléments, dans vos histogrammes ou dans vos courbes, que vous avez un problème sur les tranches d'âge les plus élevés qui ont les dépenses de santé les plus élevées. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Je peux passer peut-être derrière.
Moi, l'objectif que j'avais, c'est de montrer qu'à partir effectivement d'une vision globale, il ne fallait pas occulter les objectifs des systèmes. La protection sociale maladie obligatoire, c'est de protéger contre le risque. On a notamment sur la partie obligatoire et d'organiser une solidarité bien portant malade par un financement socialisé obligatoire qui est en fait proportionnel les revenus même, voire progressif, puisque effectivement il y a des exonérations pour les bas salaires et puis il y a une prise en compte de la CSG, des prestations universelles les mêmes pour tous, et donc un système qui redistribue effectivement vers ceux qui sont plus malades. Or, bonheur, ce sont les plus âgés qui sont les plus malades, puisque effectivement c'est quand même un élément du progrès technique important, et plus on est âgé, effectivement plus on a la malchance d'être malade. Et effectivement, lorsqu'on observe le système, on observe que le système de protection sociale obligatoire redistribue effectivement vers les plus âgés, vers les seniors, puisque les plus de 75 ans ont des dépenses 4 fois plus élevées que les jeunes adultes de 26 à 35 ans, et que c'est fort bien. Que l'écart, effectivement, vous allez le voir après sur le schéma, que l'écart, que les écarts, effectivement, commencent à s'accentuer à partir de 65 ans, puisque vous avez les deux blocs 66, 75, et puis après plus de 75 ans, dont on voit bien que les dépenses augmentent de façon très importante. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait au HCAM, c'est effectivement d'observer des dépenses moyennes par âge, et donc et non pas des dépenses totales par âge, qui biaise un petit peu l'analyse par rapport effectivement à ce que j'ai observé de votre étude. Voilà, donc dépenses de santé bien sûr qui sont d'autant plus importantes que les âges sont élevés, et bien sûr le système joue son rôle, puisque l'assurance maladie obligatoire effectivement a des remboursements qui sont croissants avec l'âge, ce qui est logique, puisqu'on protège les malades qui sont justement les plus âgés. Et donc dépenses de remboursement croissant avec l'âge, mais également taux de remboursement plus fort aux âges élevés, puisque à ces âges élevés sont effectivement prévalents, sont plus importants les affections de longue durée, qui donnent lieu effectivement à des taux de remboursement qui sont beaucoup plus importants. Voilà, donc les remboursements de l'AMC, ça fait la même chose, ça croît beaucoup avec l'âge, et on a observé sur une toute jeune étude de l'adresse là qui va être publiée très vite, que effectivement les primes de l'AMC sont parfois linéaires avec l'âge, mais sont aussi parfois convexes, et on observe, en dépit de certains dispositifs publics type la loi F20, une flambée des primes à partir des âges élevés et à partir de 75 ans. Donc effectivement, ces remboursements de l'AMO, mais aussi de l'AMC, conduisent à des écarts de reste à charge extrêmement importants, qui sont devenus très faibles en valeur absolue, effectivement, entre les jeunes et les vieux, 250, pardon, les vieux, on n'a pas le droit de dire ça, mais voilà. Il l'a dit déjà, il l'a dit, ouais, moi je trouve que c'est bien, en fait. Bon, quand je vais être vieille, je m'habitue déjà aux mots. Donc 250 € en valeur absolue entre les classes d'âge, par rapport à l'écart qui caractérise les dépenses de santé entre les classes des jeunes générations et les classes des seniors. Voilà. Ceci dit, sur les travaux du HCAM, nous n'avons pas non plus le poids des primes, qui conduirait en quelque sorte certainement à d'autres résultats. Donc voilà les remboursements AMO selon l'âge. On voit qu'ils suivent quasiment de très près en quelque sorte le poids des dépenses, et donc que le système joue parfaitement son rôle. L'AMC effectivement a la même figure, sachant que dans les simulations du HCAM que l'on fait avec le modèle Inès Omar, pardon, nous n'avons pas effectivement l'intégration des primes. Donc effectivement, si on faisait effectivement les RAC après MO, après MC selon l'âge, mais en intégrant les primes, on verrait certainement une courbe très différente, parce que les primes des seniors, notamment pour les complémentaires, sont extrêmement élevées.
Donc voilà ce que l'on observe du système. Alors, on peut aussi regarder l'objectif du système, observer si effectivement le système joue son rôle, et il le joue fort bien, mais on peut observer les effets qu'il produit. Et donc, un autre effet de l'assurance maladie obligatoire, pour prendre le sujet de façon un peu différente, c'est la redistribution. Et l'assurance maladie joue un rôle extrêmement important dans la redistribution verticale haut et bas revenus en raison de son mode de financement et nous dirait l'INSEE, puisque je vais vous en parler tout à l'heure, ils ont construit un autre modèle où il s'avère effectivement que la redistribution passe également par les prestations. Donc l'assurance maladie obligatoire permet de diminuer de façon extrêmement importante les inégalités de niveau de vie de près de 19%. Voilà. Et pour les ménages pauvres, je vais vous passer un PowerPoint. Derrière un petit tableau, les prestations des assurances obligatoires et complémentaires sont en moyenne supérieures à l'aversement, alors que c'est l'inverse pour les ménages les plus aisés, sachant effectivement qu'une frange des ménages les plus modestes, 20%, payent plus en quelque sorte qu'elles ne reçoivent, et que 15% des ménages les plus riches, en raison de leur maladie, perçoivent davantage de prestations qu'ils ne payent de prélèvements. Donc voilà ce que ça donne. C'est grâce au modèle de l'adresse que nous avons pu construire ça. Si l'INSEE était là, elle doit l'être. Ils ont construit pour le HCFIS un autre modèle de microsimulation qui montre effectivement l'importance de la redistribution verticale de l'assurance maladie, qui assure près de la moitié de la redistribution verticale aux bas revenus, avec des conventions qui ne sont pas celles que l'on prend, mais que l'on peut tout à fait admettre. Donc ce que je voulais dire simplement sur cette intervention, c'est que, attention, global c'est bien, mais ne perdons pas de vue l'objectif premier des systèmes de protection sociale et de celui de la maladie, que, effectivement, l'importance de l'observation des effets macro de l'ensemble des systèmes de protection sociale est intéressant parce que peut effectivement conclure à entraîner des réflexions intéressantes, mais regardons aussi les effets spécifiques de chacun des dispositifs et les effets de politique publique et l'évaluation des politiques publiques, et de bien observer si les dispositifs atteignent leur cible. Et que déduire, donc deuxième réflexion, que déduire pour l'assurance maladie des effets observés des transferts importants vers les âges les plus élevés? Effectivement, il y a un risque, voilà, certains diront peut-être une opportunité, de passer d'une réflexion égalitariste, qui est celle de la protection maladie obligatoire, à chacun selon ses besoins, à une réflexion utilitariste dans un contexte de contrainte forte sur les dépenses publiques. On peut introduire des coûts d'opportunité sur des traitements remboursés, par exemple, en fonction notamment des espérances de vie des patients, point d'interrogation, ce qui effectivement est introduit dans quelques systèmes effectivement de santé. Et puis ce serait faire fi de la logique de répartition du système. On cotise jeune et en bonne santé pour effectivement pouvoir être protégé lorsqu'on sera en mauvaise santé et on sera âgé, et ce qui a effectivement l'avantage de réduire l'épargne de précaution. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait mon parfait. temps. Voilà. Bon. Excellent, merci beaucoup pour cette première présentation. Et donc je vous propose qu'on écoute maintenant Yves Guégano sur la réflexion que ce type d'étude peut lui fournir pour compléter les instruments déjà nombreux mobilisés par le Conseil d'orientation des retraites pour préparer ce qui nous attend à l'automne. Bien, merci de m'avoir invité cet après-midi. Je tiens à excuser d'abord le président du corps, moi je ne suis que le secrétaire général, donc je vais essayer de faire aussi bien que ce qu'aurait fait M. Adas Lebel s'il avait été là. Je rappellerai simplement que lorsqu'on parle de retraite par répartition, évidemment la question des transferts entre les générations est une question essentielle. Didier Blanchet l'a rappelé. Je rappellerai que la loi définit 7 grands objectifs en matière de retraite, dont un objectif, sans le définir, est l'équité entre les générations. Et cet objectif, il est évidemment étroitement lié à la question de la pérennité financière du système, puisque la question qui se pose, et qui est la question qui est l'enjeu, je dirais, de la prochaine réforme des retraites, c'est comment répartir les efforts entre les générations, et donc les transferts entre les générations, pour restaurer l'équilibre du système. Alors peut-être avant de faire part de mes observations sur la démarche de l'étude, peut-être quelques mots quand même sur l'approche du corps concernant cette question des transferts et de l'équité entre les générations.
Ça a été rappelé là aussi par Didier Blanchet. La question de l'équité, elle ne se limite pas évidemment à la seule question des retraites. Et donc on a une vision forcément biaisée si on ne s'intéresse qu'aux retraites. Et quand je parlais de répartition des efforts, une répartition des efforts juste en matière de retraite, ce n'est pas forcément une répartition égalitaire, puisque on peut vouloir compenser des inégalités par ailleurs. Bon. Ceci étant dit, lorsqu'on s'intéresse uniquement au système de retraite, la question des efforts à fournir par les différentes générations successives, on peut en fait l'analyser à travers 4 grands indicateurs qui sont en fait qui rappellent les différents leviers de rééquilibrage du système de retraite. La durée de retraite, donc au fil des générations, la durée d'activité au fil des générations, le niveau des retraites et le taux de cotisation, ou plus généralement le taux de prélèvement visant à financer le système de retraite. Toute la question du retour à l'équilibre du système de retraite, c'est de définir les évolutions souhaitées pour ces 4 indicateurs au fil des générations. Et quelles sont les évolutions de ces indicateurs? Ce que montrent les projections du corps à législation inchangée, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire de ce point de vue qu'il y a une génération qui serait avantagée ou désavantagée au regard de l'ensemble de ces 4 critères, ce qui laisse ouvert, évidemment, la question de la répartition des efforts entre générations et donc des transferts, in fine, entre générations. Alors, l'intérêt de l'étude, j'en viens maintenant à l'étude qui est présentée, c'est d'adopter évidemment une approche globale. Cette approche globale, elle devrait normalement nous aider à faire des arbitrages, notamment des arbitrages collectifs entre les différents besoins de notre société. En matière de retraite, par exemple, certains considèrent qu'un traitement équitable des différentes générations serait de définir un objectif de plafonnement de la part de la richesse produite consacrée au financement des retraites. Toute la question est de savoir comment définir ce plafonnement, et je pense que c'est à travers une approche globale telle que celle qui nous est présentée aujourd'hui qu'on peut tenter d'y répondre avec les arbitrages, avec d'autres types de dépenses, des dépenses d'éducation, d'environnement, etc. Alors, moi je vais pas poser de questions, mais je vais plutôt inciter à prolonger le travail qui nous est présenté cet après-midi, puisque je pense que les résultats qui nous sont présentés aujourd'hui sont en fait encore trop agrégés pour tirer vraiment des conséquences en matière de politique et de politique des retraites. Et en fait, je partirai de l'équation comptable qui est indiquée dans le 4 pages, qui résume, puisque là, les travaux se sont concentrés sur la présentation de l'écart entre consommation et revenus du travail. Et toute la question est de savoir comment cet écart est financé, ou en tout cas comment il se distingue entre des transferts publics, des transferts privés, de l'épargne, puisque pour l'instant on a des résultats qui mélangent tout ça. Et quand on analyse le système de retraite, évidemment c'est un peu embêtant de mélanger les transferts publics, les transferts privés et l'épargne. En particulier, si on voulait à travers ce type de résultats distinguer système en répartition et système en capitalisation, je pense qu'on n'aura pas des résultats très très différents au premier ordre, puisque système par répartition, on va avoir des transferts publics entre générations, système d'épargne retraite, ça va être des systèmes d'épargne pour une même génération. Donc voilà, on a une analyse qui est limitée. D'ailleurs, alors ça a été dit, mais ça n'a pas été beaucoup développé, c'est vrai que les concepts de déficit de cycle de vie, alors c'est vrai que c'est inapproprié parce que ce n'est pas le cycle de vie que l'on regarde, ça a été rappelé, si on voulait avoir une vision sur l'ensemble des générations, des cycles de génération, il faudra avoir une fenêtre beaucoup plus large, et donc il a été dit par Hippolyte Dalbis que c'était un des prolongements à ces travaux, et qu'en tout état de cause, il faudrait pouvoir distinguer, si on veut parler de transferts entre générations, les transferts effectivement publics et privés entre générations, et puis des transferts dans le temps qui passent par l'épargne. Donc il y a un abus de langage aussi sur la notion de transfert entre générations. Alors si on voulait appliquer disons cette méthode, puisque c'est quand même le titre de la séance, c'est je vais me retourner le papier. Voilà, conséquences pour les politiques publiques. Si on veut appliquer cette méthode en termes de conséquences pour les politiques publiques, il faudrait regarder, par exemple avec la réforme à venir ou les réformes passées, comment les résultats pourraient être modifiés
Donc j'ai bien entendu qu'il y aurait des travaux en prospective qui seraient conduits. Mais si on n'a pas une approche plus désagrégée que celle qu'on nous présente, ça renvoie à des débats qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont les éventuelles substitutions entre transfert public et transfert privé. Si on a une réforme des retraites qui conduit à réduire d'une manière ou d'une autre les transferts publics vers les générations les plus âgées, il pourrait y avoir en retour une diminution des transferts privés via les héritages ou d'autres formes de transferts privés. Donc là encore, on a besoin d'avoir dans l'analyse de l'écart entre consommation et revenus du travail cette distinction également entre transfert public et transfert privé. Alors à cet égard, là, il se trouve que le dernier dossier mensuel du Conseil d'orientation des retraites était consacré au rôle ou à l'apport des retraités dans la société, et qu'on va retrouver quelques similitudes avec le travail qui nous a été présenté. Si je prends les aides financières au sein de la famille, qui sont plus souvent destinées aux descendants qu'aux ascendants, ça représente environ de 1,5% du PIB. Si on prend les transferts privés qui passent par les héritages et les donations, selon certaines estimations, on arrive à des estimations de plus de 12%. Donc ça renvoie au petit débat qu'il y a eu à la fin juste avant la pause, où finalement on a des ordres de grandeur assez proches entre les transferts publics en matière de retraite ascendants et les transferts privés descendants, ce qui renvoie effectivement à la question du rôle de la famille. Peut-être deux autres points que je voulais aborder, c'est les approfondissements, enfin les pistes d'approfondissement qui nous ont été proposés à travers cette étude, même si on nous a dit qu'il y en aurait d'autres. C'est l'approche homme-femme et la prise en compte de la production domestique et des transferts en temps que l'on essaye de monétiser. D'abord, concernant l'approche selon le genre, évidemment, c'est une approche importante compte tenu des disparités de situation sur le marché du travail entre les hommes et les femmes et de leurs conséquences sur les retraites. Là encore, je rappelle que dans les objectifs du système de retraite, il y a un objectif, parmi les 7 objectifs définis par la loi, il y a un objectif de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. Les profils, alors j'utilise les termes de l'étude, même si on peut les critiquer, mais les profils de cycle de vie, les différences de profils entre hommes et femmes reflètent très bien d'ailleurs ces différences de situation sur le marché du travail et en conséquence sur les retraites. Je crois que Masson tenait beaucoup à l'indicateur synthétique de déficit agricole qui ne nous a pas été présenté. Ce travail, alors on le fait aussi en distinguant les hommes et les femmes. Et donc, si j'ai bien lu, le résultat global que vous obtenez dans cette étude, c'est qu'en 2005, les hommes généreraient globalement un excédent équivalent à environ 4% du PIB et les femmes un déficit représentant de l'ordre de 14% du PIB. Et c'est là encore où on aurait besoin d'avoir un peu plus de détails dans ce type de résultats, puisque une partie de cet écart entre les hommes et les femmes tient aux différences d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, et que ce serait intéressant dans ce cadre-là de distinguer dans le déficit entre guillemets pour les femmes ce qui relève de cet écart d'espérance de vie, surtout si lorsqu'on s'intéresse au système de retraite on considère que, et en tout cas c'est la position qui a été exprimée par le corps, que l'un des objectifs du système public de retraite c'est de faire de la mutualisation du risque viager, principalement notamment entre les hommes et les femmes. Le deuxième point d'approfondissement, c'est donc la prise en compte en les monétisant de la production domestique et des transferts en temps. Je crois qu'effectivement, c'est une approche qui est importante et les résultats qui nous ont été montrés vont évidemment dans le sens de l'intuition. Les écarts hommes-femmes en termes de profil de cycle de vie se réduisent, comme attendu. En termes d'âge, le transfert vers les plus jeunes est augmenté compte tenu de l'importance des transferts en temps dont ils bénéficient. Et les transferts vers les plus âgés se trouvent légèrement réduits. Et donc si j'ai bien entendu ce qu'a dit Hippolyte Dalbis tout à l'heure, c'est que dans les transferts, les aides en temps, pardon, vous n'avez tenu compte que des aides en temps au sein des ménages. Alors il se trouve que là encore dans le dernier dossier mensuel du Conseil, l'INSEE a prolongé ses travaux de ce type-là, de valorisation des aides en temps
notamment des retraités, et en particulier en regardant les activités des retraités pour autrui, donc à l'extérieur du ménage. Et alors selon le champ de ces aides, de ces activités pour autrui et la manière dont on valorise ces aides au niveau du SMIC ou à un autre niveau, l'ensemble de ces aides représenterait de l'ordre de entre 0,3 et 1,2% du PIB sur une estimation de 2010. Je crois que c'est important d'avoir ce type d'approche qui consiste finalement à quantifier l'utilité sociale des retraités, puisque ça va conduire, et on l'a vu, finalement à relativiser l'image qui est probablement de plus en plus répandue compte tenu des tensions financières du système de retraite, l'image que les retraités ne seraient qu'une charge dans notre société. Et donc valoriser ce type d'activité. Je ne pense pas que la conclusion, comme ça a été suggéré tout à l'heure pour les femmes, ce soit de dire finalement il faut verser moins de retraite aux retraités. C'est plutôt de dire voilà, les retraités sont utiles, apportent une certaine utilité, donc il est important de leur apporter un certain niveau de vie, et ça peut en tout cas réduire le sentiment d'injustice que peuvent avoir les plus jeunes générations dans le cadre du système de retraite. Donc la conclusion que je voulais faire par rapport à ce travail, c'est il est évidemment essentiel, et je suis conscient du gros travail de recensement des données qu'il a déjà dû occasionner, mais qu'il faut absolument prolonger ce travail en regardant, je dirais, l'autre partie de l'équation comptable, c'est-à-dire commencer à avoir des débuts d'explication, ou en tout cas de constat sur comment se répartit cet écart entre consommation et revenus, entre transfert public, transfert privé, épargne, et puis les autres composants de cet écart. Voilà ce que je voulais dire très brièvement. Première réaction. Merci beaucoup. Et donc, je passe maintenant la parole à Bertrand Frégonnard. Je voudrais faire quelques remarques sur la combinaison entre les transferts publics et les transferts privés en temps ou en espèces. Et je voudrais le faire sur trois situations qui affectent des générations différentes. Les familles qui ont des enfants à charge, les jeunes de 18 à 25 ans et les gens dépendants. Alors ce sont des focus extrêmement restreints, mais j'ai pensé que ça pouvait éclairer quelques réflexions sur les politiques publiques. Alors sur le premier thème, quel est l'équilibre entre les transferts publics et les transferts privés pour les familles qui ont des enfants à charge? On peut dire de façon très, très évidente qu'on s'en remet globalement à la famille. D'autant plus que l'importance des transferts publics dans le PIB diminue lentement, mais diminue de façon certaine. Et quelque part, cette situation est considérée comme naturelle. Bon, en même temps, la politique publique ne peut pas ignorer ces éléments. Alors, quelles sont les grandes tendances? La première tendance a été que pendant très longtemps, on a reconnu, au sens symbolique et monétaire, l'apport domestique des familles, et notamment les familles nombreuses, où on constatait une baisse du taux d'activité féminine très réelle. Et donc on avait un système social de transfert public qui, quelque part, considérait que ces familles-là, par leur apport domestique, elles aidaient au développement de la société et qu'il fallait reconnaître cet apport. Alors on l'a reconnu par un système de prestations extrêmement puissant à l'origine, centré sur le salaire unique, avec des prestations familiales progressant avec la taille, justement, pour tenir compte du différentiel d'activité féminine. On a fait un quotient conjugal qui est significatif, et on a surtout considéré que ces gens qui, au fond, généralement des femmes, s'étaient consacrés de façon très majoritaire à leurs tâches domestiques et familiales, avaient des droits différés de retraite, et on a donc constitué toute une série de droits très significatifs dont le dernier rapport du corps a montré qu'ils étaient encore extrêmement importants en masse dans les dépenses de retraite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La régression caractérisée de ce système. Pourquoi régression caractérisée? D'abord parce que tout simplement,
en période de croissance, tout va bien, le baby-boom marche, pourquoi continuer à avoir un dispositif puissant de redistribution familiale? Il suffit de privilégier le travail féminin. Il apporte en lui-même un tel surcroît de richesse aux familles qu'après tout, la société fonctionne. Et d'ailleurs, elle fonctionne très honorablement, notamment en termes de taux de natalité. Donc, au fond, on a accepté l'idée qu'il fallait faire ce qu'il faut pour les familles en termes de transfert public, mais que l'essentiel restait dans une sphère relativement privée. Il n'y a qu'une seule fonction sur laquelle on a inversé cette logique, et on a mis le paquet, c'est la garde des jeunes enfants. C'est la seule fonction familiale dans laquelle on a substitué du transfert public à une économie complètement privée. Et pour vous donner un chiffre, les apports publics, qu'ils soient fiscaux ou de prestations, représentent près de 90% du coût des modes de garde. Et ce qui reste en définitive à la charge des ménages, ça vient soulager leur tâche domestique, est inférieur à 3% de leurs revenus. Mais en dehors de cette fonction, notre politique familiale est extraordinairement conservatrice d'une part et a des ambitions relativement limitées. Et pour répondre à Bruno, qui croyait que j'étais un familialiste béat et conservateur, je constate qu'au fond, dans notre système, nous considérons que l'accès à la culture, l'accès aux vacances, l'accès à un logement décent est largement du domaine privé. Et au fond, nous nous sommes accoutumés, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, à l'idée qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une politique familiale plus active. Et donc, tout l'enjeu n'est pas d'essayer d'obtenir des moyens financiers supplémentaires. Il n'y en a pas. Tout l'enjeu est de valoriser la mise financière pour donner plus d'égalité de chance aux différents enfants. Et à ce titre-là, il faut bien effectivement reconnaître que les transferts publics, s'ils sont intelligemment gérés, peuvent contribuer à cette fonction. Quant aux aides monétaires qu'on a données à l'emploi domestique, elles sont quand même très mesurées. On fait à tout casser 4 milliards entre les dépenses d'exo et les dépenses fiscales. Bon, c'est quoi? Un ménage sur 10 seulement qui, quelque part, voit un support monétaire dont on peut d'ailleurs discuter la légitimité. J'ai constaté qu'on payait mon jardinier à 60%. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Mais en dehors de ça, nous vivons sur l'idée que c'est la famille qui est le véhicule d'organisation sociale et qu'elle doit pourvoir au bonheur des enfants. Deuxième cible, les jeunes adultes de 18 à 25 ans. C'est le dossier empoisonné par excellence. Et il y a d'ailleurs un signal fort, c'est que tous les 5 ans, il y a un grand rapport. J'appelle un rapport qui ne débouche généralement sur rien. Et donc nous avons eu une scansion de grands rapports sur les jeunes, dans lequel tout le monde vit écartelé entre il faut donner de l'autonomie aux jeunes, ça débouche sur l'idée qu'ils ont un statut de droit. Par exemple, si on regarde les étudiants, ils vous diront, nous, on est resté toujours sur l'idée de la charte de Grenoble, point, barre, on ne bougera pas de ça. Donc on a l'idée qu'il faut développer l'autonomie des jeunes, leur donner des moyens d'existence à parité de notre richesse, et en même temps, comme on n'a pas d'argent public, eh ben, on renvoie plutôt aux familles. Et on a une espèce de jeu institutionnel incroyablement sophistiqué, généralement incompréhensible, qui mélange les deux conceptions. Alors par exemple, on considère que le jeune adulte, après tout, il fait partie de sa famille comme les cadets. Voilà. Il fait partie de sa famille. Il n'a pas de droit propre. Et vous avez un exemple, les bourses. Eh bien, les bourses, ce n'est pas l'équivalent d'un salaire étudiant, c'est quelque chose qui renvoie, et maintenant on vient de supprimer les bourses au mérite, renvoie un tout petit peu plus, à partir d'hier, aux revenus de la famille. De la même façon, pour le statut fiscal, on considère que les enfants, ils sont dans la famille jusqu'à 25 ans. Ce n'est pas tout à fait les mêmes équilibres sociaux. Pour les minima sociaux,
on a depuis la création du RMI campé sur l'idée que le jeune n'avait pas de droit autonome. Alors on a fait un progrès, que je ne veux pas dire substantiel, un progrès conceptuel avec le RSA activité, mais on a tellement bridé le dispositif qu'on peut dire que ça n'a pas de portée autre que philosophique et de permettre un débat politique actif. Donc au fond, nous hésitons. Et ça se traduit par le fait que nous avons des politiques aberrantes. Parce que de l'autre côté, on développe des droits propres des jeunes. Ils ont la sécurité sociale autonome, massivement subventionnée par les actifs, mais après tout, ça n'est pas choquant. Ils ont une allocation de logement. Alors ça, c'est un dossier exemplaire de l'hésitation des gouvernements successifs. On fait le bouclage en 91, à peine l'opération décidée, on la regrette, et on cherche à tout prix à revenir en arrière. Alors comment on fait? On a 2 dossiers que chaque gouvernement pousse alternativement. 1, je vais rendre incompatible le quotient familial et l'allocation de logement. Et 2, je vais réintroduire le revenu en disant que l'allocation de logement des boursiers sera supérieure à l'allocation de logement des non-boursiers. Et bien entendu, on ne fait aucun de ces 2 dispositifs. Et de toute façon, comme on sacrifie les allocations de logement dans ce pays à l'ensemble de la politique sociale, les étudiants sont, je puis dire, traités comme le reste. Et chaque fois qu'on essaie d'aller plus loin avec une allocation universelle dans les grands rapports, on échoue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas redéployer les aides actuellement calées sur le revenu de la famille, et on voit bien que pour avoir une allocation universelle d'un niveau décent, il faudrait rajouter des moyens financiers dont on ne dispose pas. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On corrige aux marges les situations dans lesquelles les jeunes sont manifestement au-dessous de la décence. On travaille sur les politiques d'insertion contractuelle, on fait de l'alternance. Tout ça apporte des flux monétaires, mais sans grande cohérence d'ensemble. 2e conclusion provisoire, on manque d'argent pour cette classe d'âge. 3èmement, pour la dépendance, je parle au sens technique du terme, les dépendants et non pas dépendance handicap. Alors, au fond, ce qui frappe, c'est l'extrême importance des transferts familiaux. Si vous regardez, pour s'en tenir à ce qui est l'aide à domicile, la valorisation au SMIC de l'apport des aidants familiaux est supérieure à la somme de l'APA et des dispositifs fiscaux. 9 milliards contre 8. Et quand on regarde, on a un trou noir sur la fonction d'hébergement, puisqu'on ne sait absolument pas quels sont les transferts monétaires entre générations sur la fonction d'hébergement dans les EHPAD. Mais sur le paquet de l'aide à domicile, qui est un élément stratégique de notre politique sociale, les transferts privés sont très importants et ils sont appelés à rester importants, à croître en importance, puisque nous continuons à indexer les plafonds de l'APA, c'est-à-dire ce qui sert à acheter du service sur les prix. Ça veut dire que peu à peu, même phénomène que pour les prestations familiales, on renverra à la solidarité privée, au financement privé, l'aide à domicile dont on dit qu'elle est prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant ce constat? Il y a quelque chose qui est au moins, on essaie de tirer les conséquences réalistes de cette situation, c'est de dire, si les aidants familiaux sont très importants, il faut les garder. Et c'est très intéressant de voir qu'en Allemagne, où ils font porter la politique de dépendance beaucoup plus sur les familles, ils sont effrayés parce que des aidants familiaux, ils n'en auront plus dans 30 ans, alors que nous, d'après le rapport Charpin, on continue à avoir des aidants familiaux. Encore faut-il qu'ils soient disponibles, honorablement traités. Et à cet égard, on voit bien que nous sommes très loin du compte. Aucun droit au répit. Des plafonds d'APA qui sont strictement aberrants et absurdes lorsque on a des besoins forts, dès que vous êtes par exemple dans des situations de sénilité plus ou moins avancées. Nous n'avons pas compte tiré toutes les conséquences sur le fait que 40% des aidants familiaux sont des actifs. Donc le chantier devant nous, c'est les aménagements de travail, etc. Donc ma conviction, c'est que
si on avait une politique intelligente, mais on en aura forcément une, on devrait valoriser le potentiel des aidants familiaux à domicile, ce qui est un travail considérable, et ne pas considérer comme prioritaire le reste à charge en établissement. Or, la tentation politique est de faire exactement le choix inverse. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on considère qu'il n'y a pas beaucoup de prélèvements obligatoires disponibles? Moi, j'en tire deux conséquences. Un, il faut gérer au mieux les transferts publics, j'y ai fait allusion, mais surtout, il faut dire aux Français qu'on n'augmentera pas beaucoup la solvabilisation en matière de dépendance. Enfin, dans la probabilité des schémas que nous voyons actuellement. Pourquoi? Pourquoi faut-il le dire? Parce qu'autrement, il n'y a pas de schéma alternatif. En particulier, les marchés assurantiels ne peuvent pas se développer sans visibilité sur ce que sera l'aide publique. Moi, je vis sur l'idée que je n'aurai pas un copec pour ma dépendance. Pourquoi? Parce que ce que je vois sur l'évolution des finances publiques me laisse peu d'espoir. Du coup, je m'organise. Je suis un des rares Français à avoir une rente forte, mal gérée certes, mais une rente forte, parce que je sais de toute éternité qu'on ne me donnera rien du tout. Ou alors il faudrait vraiment changer notre politique de transfert public. Donc il faut dire qu'on n'aidera plus, en gros, que les gens modestes. Et après tout, c'est une politique comme une autre. Encore faut-il le dire. Et si on ne le dit pas, il n'y a pas de marché assurantiel, et surtout, il n'y a pas de gestion patrimoniale possible pour les gens. Il faut bien qu'au bout d'un temps, les gens se disent « je devrais subvenir à mes besoins de dépendance. Comment est-ce que je suis organisé? Quels services on va m'associer, etc. » Or, pour l'instant, nous vivons sur le fantasme qu'il y aura une très grande réforme, comme il y a une très grande bibliothèque, une très grande réforme de dépendance qui va arroser tout le monde. Moi, dans le groupe de dépendance que j'avais présidé il y a 3 ans, j'avais déjà pu expliquer qu'il n'y a qu'à donner une rente de 1200 € minimum à tout le monde. Bon, j'ai fait les calculs. Il n'y a pas. C'est très intelligent comme politique, mais il n'y a pas les sous. Et donc, ma conviction, c'est que nous sommes dans une politique où on dit qu'on a beaucoup de transferts publics, et c'est vrai. Mais, en même temps, chaque fois que je regarde quelque chose qui, moi, me semble stratégique, c'est-à-dire plus d'égalité de chance des enfants, plus d'avenir pour les jeunes de 18 à 25 ans, et plus d'aide réelle aux personnes dépendantes, qui sont les petits credos, je n'ai pas d'argent. Et ça renvoie à ma conclusion, que tout le monde connaît, mais il est hétérodoxe. Nous souffrons d'une sous-productivité globale de nos finances publiques qui fait que nous n'avons plus aucune marge pour progresser. Et une grande partie du problème réside dans la façon dont on pourra gérer à l'avenir l'assurance maladie. Merci beaucoup. Les 2 derniers mots, c'était de l'assurance maladie. Si on ne les avait pas entendus parce que la phrase baissait, puisque... Voilà. Donc, je crois que la succession de ces présentations permet de poser un débat qu'on a un petit peu de mal à poser en France, à savoir, quand on réfléchit aux orientations en matière de réforme de notre système de protection sociale, on le voit en particulier cette année, on raisonne en silo. Donc, on fait une commission retraite, on fait une commission famille, on fait une commission financement, on a fait des choses sur le marché du travail, on demande éventuellement une stratégie de santé. Et on voit bien combien l'étude qui nous a été présentée et le fait de se mettre ensemble peut poser des questions de ce qu'on peut se faire les uns pour les autres. Et que là, il n'y a pas forcément interrogation. Et donc je reviendrai simplement d'un mot sur ce que j'ai commencé à dire. C'est que la question n'est pas de savoir s'il y a des générations coupables et d'autres qui ne le sont pas, mais de se demander comment on organise les transferts sans considérer forcément qu'il y a compensation quand on a du transfert de production domestique qui compense du transfert public. Parce qu'il y a des besoins qui appellent du transfert public et que les transferts domestiques de temps passé, etc., ne peuvent pas compenser, qu'il s'agisse de l'égalité des chances des enfants, qu'il s'agisse notamment aussi de la prise en charge des jeunes. Et donc c'est pour ça aussi que je pose l'enfant. Je voudrais faire une remarque historique sur les grands rapports dont a parlé Bertrand. D'abord, ça fait pas, s'il y en a un tous les 5 ans, ça fait pas si longtemps qu'il y a des grands rapports sur la jeunesse en France.
On a eu 4, donc ça fait 4 x 5, 20, on va dire pas tout à fait 15 parce que c'est le dernier récent, donc ça fait 16. Moi, je voulais juste rappeler une chose et qui explique pourquoi, posément, j'essaie de poser la question aussi des transferts entre les générations. C'est que on n'a pas fait un système de retraite pour aider les vieux après 1945. Après 1945, on a fait un système de protection sociale, comme l'a rappelé Bertrand, pour aider les familles nombreuses, et pour non pas seulement monétiser dans les calculs, mais soutenir financièrement du care, du travail domestique. C'est bien ça que nous a dit Bertrand. Et la deuxième chose, on a fait un système de protection sociale pour améliorer considérablement l'état de santé d'une population qui s'était dégradée pendant la guerre. Et puis on a mis en place un système qui prenait le relais de choses qui s'étaient cassées la figure pendant la guerre, notamment avec une façon dont Vichy avait utilisé de la répartition de la capitalisation, pour la verser tout de suite. Et puis en 1961, on a eu un grand rapport, enfin 62, le rapport Larocque sur le vieillissement de la France. Donc ça fait des années qu'on en parle. Et il a constaté deux choses. D'une part, qu'il va y avoir des problèmes de dépendance, il l'annonçait déjà à cet âge-là, et ce qu'il constate, c'est que les gens vivent plus longtemps qu'on ne le pensait. Or, on avait mis en place un âge de départ à la retraite à 65 ans, avec une espérance de vie de 65 ans pour les ouvriers masculins et 69 ans pour les femmes. Donc les gens vivaient plus longtemps qu'on ne l'imaginait, c'est-à-dire qu'ils passaient du temps à la retraite. Et là, deuxième temps, on commence à réaliser que nos retraites ne sont pas du tout suffisantes pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté. Pour rappel, 56 création du minimum vieillesse, les 2/3 des personnes âgées le demandent. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Donc on avait un vrai problème. Les vieux commencent à exister, je vais vous dire, un nouvel âge de la vie, le 3e âge, et ils sont pauvres. Et il faut 10 ans à peu près pour passer du grand rapport aux premières mesures. 71, les lois Boulin, qui améliorent les taux de remplacement de la sécurité sociale. 72, les régimes complémentaires sont obligatoires, qui fait qu'on commence à avoir un taux de remplacement qui s'approche des 75%, plus des règles de calcul et de revalorisation qui promettent de la générosité qu'on verra aux alentours des années 90. Donc, on prend des décisions dans les années 70 qui se réalisent dans les années 90. Moi, je crois qu'on peut avoir un raisonnement tout à fait similaire par rapport à ce que vient de dire Bertrand, ce que j'essaie de dire et d'autres, qui est que le raisonnement que faisait Larocque à l'époque, c'est qu'on a eu une croissance économique qui bénéficiait aux actifs et à leurs enfants, on n'avait pas de pauvreté, etc., et qu'on était en train de laisser un groupe social, une classe d'âge sur le bas-côté, une classe d'âge qui commence à émerger, qui n'existait tout simplement pas avant, et qui commence à émerger. Ben moi, je crois qu'on est dans une situation tout à fait similaire, et j'appelle autant de grands rapports qu'il le faut, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience sociale, qu'on est en train de laisser sur le bas-côté un groupe d'âge qui n'existait pas. La jeunesse. La jeunesse, dans les années 50-60, on passe directement de la sortie des études au travail. C'est une transition très très courte. Aujourd'hui, réalisé qu'entre la fin de l'âge de la scolarité obligatoire, 16 ans, et le premier enfant, 31 ans, il y a 15 ans. Voilà, c'est cet âge qui s'est mis à exister. Tout cet âge de la vie, Gunther Schmidt parle de beaucoup de transitions, dans lesquelles on finit ses études, on s'oriente, on essaie de trouver un emploi, on fonde un foyer, il faut trouver un logement, décider ou non d'avoir des enfants, c'est une quinzaine d'années. Et ce groupe d'âge-là, comme l'a rappelé Bertrand, est ignoré de notre système de protection sociale, puisqu'il est considéré comme étant faisant partie de l'enfance, qui se prolonge jusqu'à 31 ans, enfin 25 ans, on va dire, légalement. Et pourquoi pas 31 ans, si on dit que c'est les grands-parents qui s'occupent des jeunes enfants, la famille s'en occupe. Et il est tout à fait essentiel, dans une réflexion sur la préparation future de nos sociétés, et la capacité des jeunes actuels à financer nos retraites et la dépendance dans l'avenir, de leur donner non seulement toutes leurs chances, mais aussi les atouts pour eux-mêmes réussir, mais aussi pour financer nos retraites. Comme le dit toujours Spig Anderson, il souhaite investir dans les enfants pour des raisons égoïstes, et qu'il voudrait que ces retraites et la dépendance de Bertrand soient financées collectivement et non pas de façon individuelle. C'est pour ça qu'il me paraît tout à fait essentiel de regarder aussi les transferts publics, la logique que l'on a, et intégrer une chose qui me paraît assez absente du raisonnement du NTA qu'on a pu entendre, c'est-à-dire la portée investisseuse de la dépense publique. Fait démultiplicateur de la dépense publique. Là, tout est mis à plat. Toutes les dépenses publiques sont considérées un pour un. Or, beaucoup de travaux, depuis Heckman notamment, ont montré que $1 ou €1 investi
dans un enfant de 2 ou 3 ans, ça a une rentabilité économique et sociale 15 fois supérieure, on va dire, à 1 euro ou 1 dollar investi dans du pouvoir de consommation indéniable d'une personne âgée. Et donc il y a aussi un problème d'investissement qui se pose là et qui peut paraître intéressant à intégrer dans ces réflexions intergénérationnelles. Voilà, je passe tout de suite la parole à Hippolyte pour une première réaction, puis après on donnera la parole à la salle pour un débat. Donc merci pour toutes ces réactions, c'est très intéressant, ça pousse à réfléchir à toutes les potentialités en fait de ce type de travaux. Je vais pas revenir, je vais pas reprendre tous les points, bien sûr. Je pense qu'il y a un ou deux éléments sur lesquels je souhaiterais réagir parce qu'on n'en avait pas du tout parlé jusqu'à présent. Le premier point, par exemple, vous me parliez de savoir, ce serait bien d'avoir quelque chose peut-être sur la dépendance, ou ce serait bien de mettre les primes d'assurance, ou de les comptabiliser, ou éventuellement, je ne sais pas, les aides en temps des retraités. Je suis tout à fait d'accord. D'une façon générale, c'est des éléments qui sont assez importants. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est faire partager quelles sont les contraintes que nous on a. La première contrainte, c'est il nous faut des données disponibles. Donc, et c'est pas si évident que ça d'avoir accès à toutes les données qui existent. Et d'autant plus que nous sommes dans une démarche qui est celle qui est initiée par le réseau de Berkeley, mais qui est tout à fait aussi la démarche du commissariat, et donc j'en suis ravi, qui est à l'issue de ce travail, de rendre ces données publiques. Nos données seront publiques, avec un manuel d'utilisation, et donc tous les gens pourront utiliser et refaire ce programme. D'où une difficulté éventuellement d'utilisation de certaines données. Je pense par exemple aux données fiscales. Bien sûr qu'on va faire ces éléments publics, etc., mais qui ne sont pas toujours accessibles, etc. Donc ça c'est un premier point, et un point qui pour nous est une vraie contrainte, mais qui je pense est importante. Le deuxième élément, c'est qu'on regarde des profils sur une longue période. D'accord ? Alors, je veux dire, sans la critiquer, mais on peut toujours trouver une étude qui a évalué le temps passé par les grands-parents une année donnée en 2010 avec leurs petits-enfants. D'accord. Nous, vous voyez, on a besoin d'une stabilité sur 30 ans. Et il me semble que c'est très important. Donc parfois, on a éliminé certains aspects qui étaient importants parce qu'on n'avait pas de données sur 30 ans. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est pas juste pour le plaisir de le faire, c'est parce qu'on va regarder des éléments de stabilité dans la société française. C'est ça qui me paraît très important. Donc, dans quelle mesure les comportements par âge sont très stables ? Et s'ils sont stables, on peut faire des prévisions, on peut utiliser des modèles démographiques pour faire des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, les dépenses de santé, certes, c'est imparfait, on reste sur la dépendance hospitalière, par exemple, etc., on n'intègre pas les primes, mais la personne qui a construit ces profils a fait attention que sur toute la période de temps, tout l'intervalle de temps qu'il utilisait, il avait les mêmes règles, qui, en plus, sont les mêmes règles que celles qui sont employées par les gens qui font le même travail dans les autres pays. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on a cet avantage dynamique pour la stabilité, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais sinon, de façon générale, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une courte série de questions. Je propose qu'on prenne tout en même temps, et puis il y aura une réaction d'Hippolyte. Et éventuellement, si certains intervenants veulent réagir, puis on donnera la parole à Jean Pisani-Ferry pour conclure. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? André Masson. Sur ce qu'a dit Bruno là par rapport en particulier à Bertrand Fragonard, donc il est sur les jeunes adultes de 18 à 25 ans. Bertrand a envisagé 2 autres cas, la dépendance, etc. Alors, et puis donc l'égalité des chances entre les jeunes enfants. Donc c'est plus large que réorienter les priorités sur les jeunes. Donc là, il y a vraiment un problème. Alors, par rapport à ce qu'a dit Bertrand, quand même, il dit qu'on est au milieu du gué, on n'avance pas et tout. Il y a eu quand même l'APA et le RSA. L'APA, c'est pas rien. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, des réformes d'égalité citoyenne. Par exemple, l'APA ne dépend pas des ressources des enfants. Vous avez des enfants Rothschild, c'est que vos ressources qui comptent, qui était quand même un sacré changement et tout. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Donc, le problème, c'est qu'on se trouve au milieu du gué
pour savoir quelle philosophie on veut adopter et tout. Alors, par rapport à ce qui a été dit... Oui, vas-y. Moi, j'ai l'honneur d'avoir lancé le RMI sous le gouvernement Rocard, de pas renier. Je note quand même que le RSA, on a laissé diminuer de façon radicale en valeur relative par une technique d'indexation sur les prix, alors corrigé avec la prime de Noël, comme si donner une prime de Noël était une marque d'intelligence. C'est toujours ça pour ceux qui la touchent. Quant à l'APA, je suis tout à fait d'accord, ça a été un progrès. D'ailleurs, Dieu merci, il y a des progrès. Tu constates que les plafonds de l'APA sont indexés sur les prix, et donc depuis la création de l'APA, le pouvoir d'achat, parce que tu achètes du salaire avec l'APA, a diminué de 15%. Bon, alors après, on se dit, il faut que les aidants familiaux s'y collent. Évidemment, il faut qu'ils s'y collent. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Et ils s'y collent très bien, d'ailleurs. Bon, mais donc, oui, c'est ça, ils s'y collent. Bon, il y a des problèmes. Entre parenthèses, ça pose, on va revenir là-dessus, mais le problème de l'obligation d'alimentaire. Même pour les problèmes de quotient familial, quotient conjugal, il y a une obligation d'entretien des enfants par les familles riches. Il faut qu'elles mettent leurs enfants à leur niveau d'éducation. Bon, il faudrait revenir sur tous ces aspects-là qui sont quand même difficiles. Alors, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. On voit bien ce que dit Bruno quand même. On pourrait indexer les retraites aisées sur un indicateur de la réussite des jeunes non qualifiés de 18 à 25 ans. C'est idiot. Mais enfin, on pourrait quand même avoir cette solidarité si on voulait. Il y a des marges quand même. On peut faire que les vieux riches, les personnes âgées riches, excusez-moi, aient un intérêt à la réussite des jeunes pauvres. Ça peut se faire. Il y a quand même des possibilités. Et l'autre aspect qui était dans la commission que présidait le groupe 4, donc dépendance de Bertrand, il y a eu quand même des choses sur les droits de succession quand même. Les droits de succession, ils rapportent 10 milliards par an. Ce serait pas impossible qu'on passe à 20 milliards par an. Sur des transmissions patrimoniales qui font 200 milliards, on passerait d'un taux effectif d'imposition moyen de 5% à 10%. Ce serait pas, on peut faire des choses si on veut. Alors, est-ce que c'est plutôt à gauche, d'accord? Mais ça traverse les idéologies. Il y a quand même des choses possibles si on veut faire. Plutôt que, d'ailleurs, la véritable politique familiale, c'est d'alourdir, toucher à l'héritage, c'est comme toucher à la famille. La véritable politique familiale, c'est d'alourdir les droits de succession, donc sur les héritages, pas sur les donations. Les héritages familiaux, d'alourdir les droits, de telle manière à dire aux parents âgés, si vous voulez garder votre fortune jusqu'à 90 ans et le donner après à vos enfants adorés de 60 ans, ça va pas. On va taxer, l'État interviendra et taxera. Faites-le plus tôt. C'est inégalitaire parce que ça passe par la famille, mais ça aidera déjà à faire des choses possibles. Donc on peut faire des choses qui sont assez iconoclastes, mais c'est possible. C'est possible quand on sort d'un truc simple en disant on va faire une petite allocation universelle pour les jeunes qu'on ne pourra pas faire, etc. Il y a des choses possibles si on veut se donner le moyen. Merci beaucoup. Là, André présentait les choses qu'il a fait pour la chère transition démographique par ailleurs. Je vous conseille la lecture réjouissante. En marquant, tu dis que c'est iconoclaste, mais l'usage des NTI en Suède a permis de construire le calcul automatique d'ajustement des retraites qui s'inspire de ce type de réflexion. L'indexation des retraites en Suède ne se fait pas uniquement sur l'évolution des salaires, mais sur un calcul complexe qui reflète un peu ce type de raisonnement que tu as et qui est appuyé sur un NTA, mais un déficit, il y a une seule ligne. Combien il y a de contribution, combien il y a de consommation. Et quand la contribution baisse du fait d'une récession, les retraites, l'année suivante, baissent, pas proportionnellement, mais quelque chose comme ça. Et là, on a bien un usage du NTA pour ajuster le rapport entre les retraites et les capacités productives. Oui, j'avoue que je suis un petit peu perplexe devant cette réunion. Si j'ai bien compris, l'étude qu'on a discutée a pour but principal de créer un moyen de comparaison internationale. Et évidemment, les résultats que nous avons sont encore un peu partiels. Il soulève un lièvre qui est un peu compliqué, qui est celui du comblement du décalage du déficit. Et tout le monde est en train d'élaborer actuellement sur le déficit. Mais je crois qu'il faudrait quand même peut-être attendre les résultats complets, faire les comparaisons internationales. Nos problèmes français sont peut-être pas si spécifiques que ça. Il y a peut-être des gens d'autres qui les ont rencontrés. Et puis voir un peu quel est l'impact des politiques qui ont pu être développées dans les pays qui ont fait des études NTA depuis plus longtemps. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres
Remarques, questions ou commentaires? Je ne sais pas si de l'autre côté de la salle, parce que moi je ne vois pas, il y a des choses. Bien. Juste pour répondre à ça, donc dans cette logique de données publiques et de données facilement disponibles, donc il y a le site de l'organisation sur lequel n'importe qui peut télécharger et le manuel d'utilisation et les comparaisons et les données également. Bien sûr. Hein. Non, il y a quand même, je pense, une quarantaine de pays. Alors, les gens n'ont pas encore la dimension dynamique. Donc, c'est là où on était très en avance. Mais sur des comparaisons d'années semblables, il y a des profils pour, je dirais, une trentaine de pays. Quand même. On a des comparaisons, avant d'arriver au NTI, des comparaisons internationales. Par exemple, le poids des dépenses publiques de retraite par rapport aux dépenses d'éducation et de formation. Bon, en France, le rapport est de double. Les retraites font à peu près le double des dépenses d'éducation et de formation. En Irlande, c'est 0,8. Donc, dans les pays du Nord, c'est 1,7, 1,6, 1,7. Donc, quand Jean-Hervé Lorenzi dit on va prendre 1 ou 2% de ce qui va aux retraites et tout pour le donner aux jeunes, c'est possible, mais ce sera dur. Mais il y a déjà des comparaisons où on peut avoir cette position-là. Si on prend aux retraites pour donner aux jeunes, le système de retraite sera moins favorable. Il faut savoir aussi que les jeunes sont appelés à devenir vieux un jour. Ils auront aussi un système de retraite moins favorable. Mais si on pense que de toute façon il sera moins favorable pour eux, autant changer tout de suite. Non, mais je ne suis pas en train de plaider pour les vieux contre les jeunes, malgré mes cheveux blancs. C'est pas du tout le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut quand même avoir une base de données internationale de comparaison. Il faut et comme l'étudier et l'analyser avant de brancher nos débats idéologiques là-dessus. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de passer à la conclusion, et donc je passe la parole à Jean-Pierre Zaniferi. Merci Bruno. Bon, long après-midi, riche. Je voudrais évidemment remercier les auteurs, Hippolyte Dalby, mais aussi toute l'équipe, puisque vous êtes nombreux à avoir travaillé sur ce sujet. Je remercie aussi l'équipe du commissariat qui a travaillé là-dessus, qui a en particulier rédigé la petite synthèse, Pierre-Yves Cusset, Vanessa Wisnievel et Madi Benjeloul. Et puis, remercier tous les intervenants qui ont participé à ce débat. Je crois que les discussions ont bien montré le caractère prometteur de ce travail. La définition la plus ambitieuse en a été donnée par Hippolyte Dalby lorsqu'il a dit qu'il s'agissait d'introduire les dimensions âge dans la réflexion macroéconomique. C'est tout un programme, mais un programme pleinement justifié. Au-delà de ça, il y a des utilisations plus immédiates, et ça on a commencé à en apercevoir les apports. Comprendre le destin des différentes cohortes, avoir des éléments pour évaluer les questions d'équité entre générations, apprécier les choix en matière de fiscalité et de transfert, et faire tout ça en sortant d'une logique de silo qui regarde chaque politique, chaque dispositif séparément. Ce sont, à une échéance plus rapprochée que d'introduire la dimension âge dans la réflexion macroéconomique, sont des objectifs tout à fait importants. Je pense qu'on est amené, avec ces instruments, à porter un regard différent sur un certain nombre de vieilles questions, de vieillissement, de solidarité, d'équité. Et puis on fait revenir, et c'est très intéressant de le voir, on fait revenir au premier plan des questions qui n'étaient plus tellement interrogées. Par exemple, la place du travail domestique et le fait que, selon la manière de le traiter, on aboutisse à des résultats très différents. Finalement, ça fait ressurgir une dimension comme celle-là. Bon, donc, le fait que vous ayez été si nombreux montre bien que l'intérêt pour ce sujet. Mais je suis content qu'on ait pu modestement contribuer au développement de cette recherche, d'avoir aidé à faire connaître ces travaux. Et puis, je suis très heureux que les trois institutions, les trois conseils ici représentés, le COR, le HCAM et le HCF, aient participé à ce séminaire. Je pense que chacun à sa manière aborde les mêmes questions, et ça a été bien traduit par les interventions. Chacun à sa manière aborde ces questions. Et là encore, le fait qu'on ait conduit cette réflexion commune, c'est l'indication du fait que
sortir de la logique des silos et de réfléchir à partir d'un outil est très utile. Alors cet outil, moi mon sentiment en écoutant tous ces débats, c'est que c'est un outil dont on ne connaît pas encore exactement les potentialités. C'est-à-dire qu'on se dit, au fond, quand on a été à l'origine de certains outils nouveaux, c'est clair que les intentions initiales ont été dépassées par les développements ultérieurs. Donc on a l'intuition que l'outil est très puissant, on voit bien qu'il est très puissant, mais on ne sait pas jusqu'où il va aller et finalement en quoi est-ce qu'il va exactement changer les choses. À ce propos, je voudrais donner quelques interrogations, parfois en forme un petit peu de mise en garde. Il y a d'abord une question de mots. Vous n'avez pas trouvé les mots encore de ce que vous avez mis en évidence. Quand vous parlez déficit, alors on a parlé déficit et on a dit qu'il ne fallait pas parler de déficit, et je pense qu'il ne faut pas parler de déficit. Mais quand on parle de transfert, quand on parle de génération, on n'est pas sûr exactement d'utiliser les bons mots. Et dans le débat public, ça va être extraordinairement important qu'on utilise des mots qui désignent précisément la réalité que vous voulez désigner, et pas ceux qui évoquent autre chose ou qui sont interprétés autrement. Donc il y a tout un travail là-dessus. Il y a évidemment toute la question qu'on a débattue du choix des cellules à partir desquelles on raisonne. Vous dites les individus, on a reparlé de la famille, on se demande comment agréger, est-ce qu'il faut agréger par cohorte. Il y a l'incertitude qu'on a sur toutes les dimensions normatives. Je trouve que le débat qu'on a eu sur les comptes générationnels et le fait qu'il portait une certaine conception de l'équité qui était simplement qu'effectivement aucune génération n'opérait un transfert à l'égard des autres générations était très intéressant parce qu'il montre à quel point un outil porte d'une certaine manière une conception de l'équité qui est implicite ou qui mérite d'être explicitée et que dans ce cas-là aussi, il faut réfléchir aux implications normatives et à ce qu'on veut en tirer. Bon, ça a été ce qu'on a débattu, mais c'est clair qu'au-delà de l'outil, il faut se poser la question de savoir, à partir de ce qui met en évidence, à quelle norme on réfère les résultats qu'on a trouvés. On a des problèmes, inévitablement, c'est absolument pas une critique, du caractère incomplet de ce que vous avez trouvé, la taille de la fenêtre, ne serait-ce que ça, la nature des revenus, le fait qu'à ce stade vous fassiez masse des transferts, le fait, on a évoqué ça, on traite la consommation observée et pas la consommation anticipée sur le reste de la vie. Donc tout ça, ce sont des limites et les résultats qu'on peut trouver à un moment donné avec un outil qui est encore partiel ne sont pas nécessairement les résultats qu'on va trouver quand cet outil aura été complété. Donc à la fois, il faut évidemment avancer sur la base des résultats déjà très riches que vous avez, il faut les publier, il faut les faire connaître, il faut les discuter, il faut être conscient du fait qu'ils ont en eux-mêmes quelques limites. Et que donc il faut affiner, prolonger, expliquer. Il faut par exemple aussi construire des trajectoires de revenus et de consommation pour les cohortes, et le commissariat va y contribuer. Donc il y a tout un programme de recherche qu'il faut poursuivre en même temps, évidemment, qu'on a déjà la discussion sur ces résultats. Alors, en termes de politique publique, Bruno Palier disait chaque pays utilise cet instrument à sa manière et en fonction de ses objectifs. Et en fond, on ne sait pas quel usage va en être fait. Dans le cas français, au fond, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment et par rapport à quelle discussion de politique publique ça va devenir l'outil de référence. Je crois que ce qu'on a réalisé à ce stade, ce qu'on voit à ce stade, c'est que, au fond, le rêve des économistes de la stabilité de la consommation au cours du temps, indépendamment des fluctuations du revenu au cours de la vie, est réalisé. Il y a une espèce de miracle par lequel il est réalisé, pas tout à fait, un peu, pas loin. Et au fond, on ne sait pas très bien c'est pourquoi. On ne sait pas très bien, est-ce que c'est une affaire de politique publique, est-ce que c'est une affaire de comportement individuel, est-ce que c'est une affaire de solidarité familiale, et quel est le degré de substituabilité, c'est ce qu'on discutait encore à l'instant, entre transfert public et transfert privé.
Est-ce qu'on se rassure à bon compte sur les problèmes d'équité avec une observation comme celle-là? Peut-être, puisque peut-être qu'au fond, une fois qu'on a construit cet instrument d'observation, on a tendance à négliger d'aller voir dans les détails. Est-ce qu'il y a des détails qui dérangent? Est-ce qu'au fond, le fait que pour une cohorte, on puisse avoir cette stabilité au fil de la consommation, au fil de la vie, ça ne veut pas nécessairement dire, ça ne veut certainement pas dire que pour tous les individus, ce soit ainsi. Et on peut avoir des phénomènes au fil de la vie, non seulement d'inégalité stable, d'inégalité traditionnelle de revenus, autre catégorie, mais des jeunes qui sont pauvres et qui deviennent à un moment des adultes qui ont un revenu plus élevé. Enfin, on a ces transformations, des trajectoires individuelles ensuite au long de ces profils qui peuvent être des sujets de politique publique, qui sont des sujets de politique publique extrêmement importants. Et on le discutait encore à l'instant à propos de la dépendance, d'ailleurs, qui est un aspect de cela, un risque qui se matérialise sur une fraction des individus d'une cohorte et qui peuvent être des sujets, évidemment, absolument de premier rang, complètement masqués par des évolutions agrégées. La deuxième question peut-être sur les questions de politique publique, mais celle-là on la connaissait déjà, mais elle est toujours là à l'arrivée, c'est celle que posait Bruno Palier sur la génération dorée et la manière de savoir comment cette génération dorée qui est encore là et qui a encore du revenu et des capacités de consommation doit être traitée dans un certain nombre de choix fiscaux en matière de retraite qui sont devant nous. Et celle-là, malgré ce résultat troublant qu'on a discuté, le fait qu'en termes de consommation, elle ne se comporte pas jusqu'à présent très différemment des autres, la question reste quand même posée. Enfin voilà, tout ça, ce ne sont que des conclusions très partielles, des conclusions très ouvertes. Je pense que le fond de l'affaire, c'est que c'est une étude qui nous invite à réinventer la politique des âges. Et ça, c'est un vaste programme à la fois de recherche, de réflexion et de politique publique. Et donc, merci encore une fois de nous donner à tous et de donner à tous ceux qui voudront s'en saisir à travers la publication des données la possibilité de participer à ce grand chantier.